privilège d'introduire le conférencier suivant, qui est Sylvestre Huette. Alors, beaucoup d'entre vous le connaissent. Je vais dire quand même quelques mots pour le présenter, pour ceux qui ne se souvenaient pas de tous les articles qu'il a pu écrire. Alors, Sylvestre est journaliste, parce qu'il en a écrit beaucoup, spécialiste des sciences, depuis 1986. Alors, il a travaillé pour de nombreux journaux, mais vous vous souvenez peut-être quand même qu'il a fait beaucoup d'articles pour Libération. Maintenant, il n'est plus et pour Le Monde, mais maintenant, aujourd'hui, il est journaliste indépendant et il tient le blog Science pour le journal Le Monde. Donc, vous trouvez le blog Huette sur Le Monde, c'est très facile, c'est d'accès pour tout le monde, ouvert pour tout le monde. Il a écrit plusieurs livres, dont Quel climat pour demain, en 2000, chez Calman Levy. L'imposteur, c'est lui, réponse à Claude Allègre. Ça, c'était très bien envoyé, chez Stock en 2010. Et puis, c'est un grand spécialiste des questions de changement climatique. Il a écrit Changement climatique, les savoirs et le possible, avec Hervé Letrutte, Olivier Godard et Jérôme Chapelaz, à la Ville Brûle en 2010. Il a aussi écrit Les dessous de la cacophonie climatique, la Ville Brûle toujours, et puis Le climat en 100 questions avec Gilles Ramsden. Ça c'est vraiment très, j'allais dire amusant, mais c'est pas le cas, mais ça se lit facilement, les jeunes, même les enfants peuvent le lire. Chez Talandier en 2020. Ça va apparaître. Hein? Oui, mais moi je... À la fin du mois. Il va apparaître, voilà. Il va apparaître. Donc j'ai eu je précise aussi que Sylvestre a été président de l'association des journalistes scientifiques pendant une année, puisque ça tourne chaque année, et donc il a une vision un peu panoramique de toutes les sciences, et pas seulement de la biologie, évidemment. Et puis je précise aussi qu'il s'intéresse de très près aux questions d'intégrité scientifique et qu'il est membre du COFIS, c'est le comité national français pour l'intégrité scientifique qui travaille auprès de l'Office français de l'intégrité scientifique. Nous avons le plaisir, pas toujours le plaisir d'ailleurs, le privilège de siéger tous les deux. Donc, on a entendu pas mal parler des médias ce matin. Ah, bien sûr, il est lauréat du prix de l'Union rationaliste. Ça ne faut pas l'oublier quand même. Donc, membre d'office de l'Union rationaliste. Et, voilà. Donc, on a entendu parler des médias ce matin de façon d'ailleurs plus ou moins critique. Et donc, je pense qu'il va être tout à fait adapté pour répondre à tout ça, avec son exposé « Sciences de la vie et médias, les mécanismes de la malinformation ». Merci Michel. Ça marche, oui, c'est moi. Donc, je vais très modestement vous présenter quelques cas de mauvaise information sur les sciences de la vie dans les médias à partir d'expériences professionnelles et personnelles, sans chercher à trop théoriser, mais en essayant à chaque fois d'examiner comment fonctionne cette production de mauvaises informations du public, alors que l'objectif c'est d'avoir des sociétés qui utilisent leur rationalité individuelle et collective pour prendre des décisions dans les domaines des sciences de l'utilisation, des sciences de la vie. On imagine mal que ça puisse se faire avec une mauvaise information des citoyens. Alors je vais prendre d'abord un exemple que j'ai vécu et qui permet de s'interroger sur les mécanismes de la malinformation quand l'origine de la mauvaise information, c'est le fonctionnement de la science, la production de connaissances, le système de publication, de peer review, en suivant un adage dont je ne sais pas à qui l'attribuer, qui serait que rien n'est mieux que de balayer devant sa porte si on veut pouvoir ensuite reprocher au voisin de mal entretenir son coin de trottoir.
Alors ce premier exemple, c'est celui qui remonte à ce jour d'août 1996, où au cœur d'un été pas très productif d'actualité bouillonnante et susceptible de bien faire vendre la presse, la NASA réveille POTUS, le président des États-Unis d'Amérique, pour lui demander de participer à une opération de communication, une mise en scène mondiale d'une formidable découverte. Il y a eu de la vie sur Mars. La preuve, une équipe financée par l'agence va publier, c'est déjà mauvais signe parce que si les papiers ne sont pas encore parus complètement au moment où on dit la chose, c'est pas très bon. Une équipe financée par la NASA a trouvé des fossiles, donc des traces de vie indubitables, dans une météorite elle-même dénichée en Antarctique. La découverte fait donc l'objet de plusieurs articles qui vont être publiés la semaine suivante dans Science, la revue de l'Académie américaine des sciences, une de ces revues à fort facteur d'impact que tous les chercheurs, à laquelle tous les chercheurs espèrent envoyer et faire publier leurs articles. Comme l'efficacité médiatique de la NASA est très très élevée, ça provoque un déluge d'articles dans le monde entier, des unes de la presse, de la télé, de la radio. Bon, les réseaux sociaux numériques n'existent pas encore à l'époque, mais on peut imaginer ce que ça aurait été. Et pour ma part, je suis soumis à une très très forte injonction de la direction du journal, qui, sans s'être plus renseigné, décide d'en faire la une et les 5 premières pages du journal, très heureuse d'avoir un sujet un peu vendeur ce jour-là. Bon, bah, je gagne ma vie, donc je fournis de la copie. Je lutte toute la journée pour avoir le titre le plus dubitatif possible en une. Bon, j'obtiens un soupçon de vie sur Mars. Jusqu'à la fin, j'ai demandé, on ne pouvait pas mettre un point d'interrogation. Non, j'ai pas gagné. Et puis, dans les différents articles publiés ce jour-là, j'obtiens d'en faire un qui liste les raisons de penser que l'annonce pourrait bien s'écrouler par la suite, avec plein de conditionnels, les raisons de douter, de manière à contrebalancer un peu l'article de mon collègue qui est correspondant à New York, et lui, en gros, ne fait que reprendre le communiqué de la NASA. Où est le problème? Ben, le problème, c'est que les mois passant, il va s'avérer que absolument aucune des affirmations des articles publiés dans Science ne tenait la route. Elles ont toutes été démolies par d'autres scientifiques. Et de toute cette affaire, il ne restera qu'une seule chose. Il est probable que la météorite vienne de Mars. Ok, donc bon. L'autre constat qu'on peut faire, c'est que aucun journal n'a consacré à ce démenti, en quelque sorte, une place similaire à celle qu'il avait accordée à la mauvaise information initiale. Aucun journal n'a fait sa une là-dessus, aucun journal n'a décidé de faire une symétrie entre la mauvaise et la bonne information. Alors bon, c'est un épisode qui peut sembler cocasse ou anecdotique, pour une raison qui n'a pas de rapport direct avec la qualité de la science ou la qualité de l'information, et qui est que se tromper sur l'existence passée de la vie sur Mars, ça va tuer ou blesser personne sur Terre dans les médias. Bon, éventuellement, ça va modifier les programmes spatiaux. Ça peut, à long terme, si c'est vrai, modifier nos philosophies, notre conception de la place de l'homme dans l'univers. C'est quand même très délicat d'en inférer des conséquences sur les sociétés. Mais surtout, ça illustre un des mécanismes de la malinformation, quand au cœur même de l'activité scientifique, il y a la volonté, puissante volonté, d'aller bien au-delà de la prudence nécessaire dans l'affirmation d'un résultat et d'utiliser l'opinion publique au service d'une stratégie. Alors une stratégie qui peut être une stratégie de notoriété
quand on se place à un niveau individuel ou d'une équipe de chercheurs, de notoriété pour, en général, soit satisfaire simplement un ego un peu démesuré ou au service d'une stratégie d'existence pour obtenir par exemple des financements dans le cadre d'appels d'offres compétitifs. C'était par exemple le cas dans un autre sujet dont je ne parlerai pas sur les ondes gravitationnelles. Et dans ce cas précis-là, de l'agence de financement, qui est plus qu'une agence de financement pour ce qui concerne la NASA, et en conjonction avec un pouvoir politique qui a toujours utilisé les activités spatiales dans une vision très politique des objectifs de soft power pour aller vite. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les journalistes, est-ce que les directions des journaux sont capables, et est-ce qu'elles ont l'envie de résister à cette manipulation, donc ils deviennent un simple instrument. Et bien dans ce cas précis, on voit que non. Ils n'en ont ni la volonté, ni la capacité. Je ne vais pas parler de la mémoire de l'eau, on pourra éventuellement le faire dans la discussion. Et j'y vais directement à un deuxième exemple, dont la conclusion est un petit peu différente pour ce qui me concerne, et c'est pour ça que je le mets. Début décembre 2010, de très nombreux journaux, radio, télévision dans le monde entier, toujours sur la base d'une publication dans Science, là aussi avec une équipe financée par la NASA, annonce qu'on a découvert une bactérie qui serait totalement différente de tout le reste de la vie sur Terre, qui fabriquerait ces molécules à partir d'arsenic à la place du phosphore comme élément chimique. L'histoire est un peu similaire, puisque 2 ans après, Science publie 2 papiers qui réfutent complètement l'analyse initiale, qui montrant que les arguments expérimentaux et d'observation utilisés par l'équipe signataire, qui avait en premier auteur une jeune chercheuse, mais quelques cadres aussi, eh bien, n'avait pas maîtrisé ces outils d'analyse. Ce cas est intéressant pour ce qui me concerne parce que, comme vous le voyez à l'écran, la place de la mauvaise information et la place de la bonne est strictement identique. Et je dois dire que je l'ai obtenu sur cette base-là, avec cet argument-là. C'est-à-dire que j'ai demandé, j'ai discuté, ça n'a pas été facile, mais j'ai dit à la direction de la rédaction, écoutez, vous m'avez, à l'époque, quand l'affaire est sortie, j'avais fait un papier très dubitatif avec référence à l'affaire de 96, etc. Donc c'était déjà un papier pas très dans le mainstream. Mais je leur ai dit, vous avez décidé à l'époque qu'on mettait une page pour ça, moi je veux une page pour dire que c'était faux. Pas moins. Bon, ils ont accepté, donc on l'a fait, mais j'ai regardé un peu ce que faisaient les collègues, c'est le seul exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul autre journal qui a consacré autant de place à la réfutation qu'à l'annonce d'une information fausse. C'était dans Libération, ces deux? Oui, là les deux sont dans Libération, donc à 2 ans d'intervalle. Et donc la rareté de ces cas où le système médiatique, les journaux, décident de faire au moins autant d'efforts pour diffuser le démenti d'une information fausse qu'ils ont diffusée. Ça, c'est quelque chose qui trouve son origine dans le fonctionnement de la presse. Parce que c'est clair que aucun journal n'a envie de dire à ses lecteurs aussi gros que ce qu'il lui a dit, enfin, qui s'est trompé et donc qui les a trompés. Parce que évidemment, quand on dit aussi gros que ça, on vous a trompé, la question que se pose ce lecteur, c'est quand même est-ce qu'ils ne m'ont pas trompé sur beaucoup d'autres sujets, et puis pourquoi est-ce qu'ils m'ont trompé à l'époque? Où est l'excuse? La justification? Comment est-ce qu'ils me prouvent qu'ils ne vont pas recommencer?
Or, quand on donne autant de place au démenti qu'à la mauvaise information, nécessairement on conduit le lecteur à se poser toutes ces questions-là. Et donc, on va dire que je ne connais pas de directeur de journaux dans toute ma carrière qui ait eu envie de faire cela. Je ne vais pas faire une comparaison trop abusive, mais réfléchissez à tous ces scientifiques et universitaires responsables d'établissements qui n'ont pas envie que le linge sale qu'ils ont à laver, par exemple pour des questions d'intégrité, le soit en public parce que ça abîmerait l'image de leur institution. Cette affaire de la bactérie alien a un à côté qui est aussi intéressant en termes de malinformation des médias, même s'il y a un côté interne à la science. C'est pour ça que j'ai écrit une note de service interne à la science. Au moment où, peu de temps après la publication par Science de l'article initial sur la bactérie alien, Science reçoit une proposition d'article d'une équipe dirigée notamment par Philippe Marlière, qui est un chercheur biologiste français assez original, article dans lequel Marlière et son équipe annoncent qu'ils ont fabriqué la première bactérie XNA, c'est-à-dire une bactérie où une des 4 bases de l'ADN a été substituée d'une manière pérenne par un autre molécule, enfin morceau de molécule, et en l'occurrence c'est la thymine qui a disparu de l'ADN de la bactérie et qui a été remplacée par du chlorouracile qui d'un point de vue morphologique, peut s'insérer à cette place-là dans l'ADN. Pour aller très vite, c'est le résultat d'une expérimentation complètement darwinienne. On oblige les bactéries à vivre dans un milieu où il y a de moins en moins de thymine et de plus en plus de chlorouracile, et ne survivent que celles qui y arrivent, et quand on fait ça un certain nombre de générations, à la fin, on arrive à des bactéries qui ont opéré le remplacement et qui vivent dans un milieu où il n'y a aucun moyen de fabriquer de la thymine. Soit dit en passant, ça veut dire aussi que c'est un OGM qui n'aurait aucune possibilité de survivre en milieu naturel, ce qui est très safe. Surtout si vous faites ça sur 2 bases, par exemple, sur les 4. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Science ne répond pas à Marlière. Fond de mort. Et donc, au bout quelques mois, Marlière contourne les règles et trouve quelqu'un à Science qui lui avoue la situation, qui est que la direction de la revue, tellement empêtrée dans les polémiques provoquées par les papiers sur la bactérie alien, que du coup, ils ne veulent plus publier d'articles sur ce genre de sujet, tant que l'affaire n'est pas définitivement réglée. Donc, apprenant ça, Marlière leur dit, bon, bah, écoutez, je retire mon papier, il l'envoie à Angewandte Chemie, et très rapidement, Angewandte Chemie publie son article, et moi je considère que c'est l'article princeps d'une technologie ou d'une avancée scientifique très importante pour la biologie de synthèse, et que donc c'est un papier important d'un point de vue scientifique. Mais comme Angewandte Chemie, c'est une revue qui est certes assez cotée dans les milieux de la chimie, mais totalement inconnue des journalistes scientifiques, parce qu'on ne peut pas tout lire, donc on se concentre sur les 10 plus populaires, on va dire, plus gros impact factor. Et donc moi, par exemple, tant dans mes responsabilités, quand j'étais à Libération, par exemple, dans l'équipe, ou ensuite seul, je regardais systématiquement les sommaires de Nature, Science ou d'ECNAS, mais j'allais pas souvent plus loin que ça. Ça m'est jamais arrivé, en 40 ans de carrière, de regarder le sommaire de Angewandte Chemie pour savoir ce qu'il y avait dedans. Ce que ça veut dire, c'est que ce papier, qui, d'un point de vue scientifique, a 2 avantages. 1, il est vrai, 2, il est plus important parce qu'il est vrai que le papier sur la bactérie alien n'a été lu presque par aucun journaliste scientifique. Alors, moi, il se trouve que j'avais des contacts avec Marlière, il m'avait montré sa manip et tout, donc à l'époque, j'obtiens dans Libération d'en faire 2 pages, mais c'est assez minoritaire, c'est-à-dire que l'écho médiatique et donc l'information du public sur cette avancée est considérablement plus basse que ce qu'elle aurait été si
Science n'avait pas publié le papier originel faux sur la bactérie alien et avait normalement publié le papier de l'équipe de Marlière. Donc là, on voit la synergie qu'il y a entre un mauvais travail du peer review et une information médiocre ou de mauvaise qualité de l'opinion publique. Pourquoi j'ai... Ah ouais, je vais faire comme ça. Voilà, je ne suis pas dans l'ordre de ce que j'ai écrit, c'est pour ça, mais je vais y revenir. Dans les causes de la mauvaise information, parfois, il n'y a pas besoin de chercher le midi à 14 h, c'est juste que les auteurs, les journalistes, les directeurs, les responsables au-dessus d'eux, les chefs de service, sont incompétents. Alors je vous donne un exemple assez simple. Vous voyez donc ce titre, ça doit être du Slate, mais ça pourrait être du Figaro par exemple, ou pas mal d'autres journaux, pratiquement tous les journaux qui ont écrit là-dessus ont fait ce genre d'erreur. Autour de Fukushima, les cas de cancer de la thyroïde se multiplient chez les enfants. C'est une information fausse, et pour savoir que c'est faux, il suffit aux journalistes qui traitent le sujet de lire jusqu'au bout les textes de l'IRSN qui expliquent la situation. Je dis jusqu'au bout parce que, oui, si on commence à lire les 4 pages sur ce sujet-là précis que l'IRSN publie à peu près une fois par an depuis l'accident, si on ne lit que jusqu'à la moitié, donc 2 pages, on peut écrire ça. Et puis si on lit la deuxième moitié, on se rend compte que non, c'est pas ça. Que les augmentations, tout ça, non, ça c'est juste l'effet du dépistage systématique, mais c'est pas du tout un effet de cancer radio-induit par une exposition. Alors, vous avez peut-être un peu sursauté en disant, en entendant 4 pages, 2 pages. Moi, je vous garantis que j'ai eu, à un moment donné de mon travail à Libération, une chef de service, bombardée, chef du service environnement, parce qu'on ne savait pas trop où la mettre, et qui est resté 2 ans à ce poste-là. Je ne l'ai jamais vu lire un texte de plus de 2 pages sur les sujets qu'on traitait. Et y compris sur les articles qu'elle faisait elle-même. Et donc, si on lit que 2 pages sur les 4, on n'y arrive pas. Bon, il faut un petit peu... Ok, il faut un petit peu de connaissances basiques en épidémio, comprendre que qu'on ne peut pas comparer un registre de cancer et ce qui se passe quand on fait un screening systématique sur 150 ou 300 000 enfants dans une région, que le cancer de la thyroïde, il y en a plein qui démarrent et puis qui s'arrêtent tout seuls. Enfin, il faut savoir un peu des choses comme ça pour comprendre pourquoi on a des chiffres avec le premier dépistage systématique qui est fait, qui sont très supérieurs à ce qu'on peut avoir dans un registre de cancer de la thyroïde chez les enfants. Ok, mais quand même, 4 pages, c'est pas tant que ça, quoi. 4 pages, c'est pas tant que ça. Or, parce que je les ai lus, parce que quand je lis ce que mes collègues ont écrit là-dessus et qui donnent ce titre-là, je sais que s'ils en arrivent à ça, c'est parce qu'ils se sont arrêtés à la 2e page. Ou qu'ils n'ont lu que la dépêche de l'AFP parce que le collègue de l'AFP a fait pareil, etc., etc. Donc là, on peut, en première analyse, se dire que c'est un problème de compétence. C'est pas si simple que ça. Parce que, même si vous prenez un journaliste spécialisé en sciences, il ne va pas tout savoir sur tout avant d'écrire un papier sur tout et n'importe quoi, alors que ça va être, enfin tout et n'importe quoi en sciences, alors que ça va être son travail. Et donc, au-delà du problème de la compétence, c'est-à-dire des connaissances préalables que le journaliste a quand quand on lui dit « Coco, t'as 3 heures pour écrire », il y a le problème des conditions de travail. Est-ce que l'organisation du travail dans les journaux permet à un journaliste auquel on dit « il faut que tu fasses un papier sur les cancers de la thyroïde à Fukushima parce qu'il y a une dépêche de l'AFP »,
est-ce que on lui donne les moyens, peut-être qu'il y faut 3 heures, c'est pas de l'investigation très compliquée, mais pour lire complètement, éventuellement passer des coups de fil, se faire expliquer s'il n'a jamais écrit sur ce genre de sujet. Et donc, comme on ne peut pas tout savoir sur tout, a priori, avant d'écrire un papier, il y a aussi la question des conditions dans lesquelles on exerce le métier, et est-ce que les directions se rendent compte que si elles veulent faire de la bonne information, si, c'est pas toujours le cas, alors, sur un sujet comme ça, il faut accepter que le journaliste dise « désolé, je ne fais pas le papier aujourd'hui parce que là, je n'ai pas compris. » Et que j'ai besoin de lire plus, de me faire plus expliquer parce que je ne connais pas, et donc on va faire le papier demain. Là, en l'occurrence, j'ai vérifié auprès de certains collègues, en discutant avec eux, que oui, ils étaient à un tellement bas niveau de connaissance préalable que les 4 pages de l'IRSN, peut-être que ce n'aurait pas suffi pour qu'ils comprennent complètement l'affaire. Un autre exemple d'incompétence, c'est celui-là. Vous avez Ségolène Royal, Anne-Échille Bourdin, BFM TV, c'est du direct, on se pose des questions, enfin le journaliste pose des questions de manière très très pressante et le responsable politique, en général c'est ça, répond. Et vous avez Ségolène Royal, ancienne ministre de l'Environnement, candidate à la présidence de la République, 2e tour, qui sort ce truc monumental, les cancers du sein, ça explose et c'est la faute aux pesticides. Il suffit de lire les rapports annuels de l'INCa pour se rendre compte que les causes du cancer du sein, les pesticides existent, mais ils sont vraiment très 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 bas dans la hiérarchie des causes. Donc c'est une ânerie. Mais est-ce que Bourdin est capable, du tac au tac, comme ça, de dire « Madame la ministre, ce que vous venez de dire est faux, la preuve, le rapport annuel de l'INCa dit que… » Non, parce que Bourdin, sa spécialité, c'est la politique. Donc il est peut-être capable, probablement capable, de répondre au tac sur une affirmation sur la politique, sur les élections, mais en revanche, sur un sujet technique comme ça, on ne peut pas lui demander. C'est pas possible. On ne peut pas être multicompétent, ça n'existe pas. C'est comme de demander à un physicien des particules de s'occuper d'écologie, quoi. Et vous le contraire. En revanche, ce qu'on peut exiger, c'est que les journaux, les médias, s'organisent de telle sorte qu'ils aient les compétences dans leurs équipes susceptibles de rectifier toute mauvaise information donnée dans un tel cadre, par exemple, et surtout lorsque c'est un responsable politique, et qu'on consacre la place éditoriale qu'il faut pour être au moins au même niveau d'audience que lorsque la mauvaise information a été donnée, lorsqu'on fait la rectification. Mais il faut bien voir que ça veut dire qu'on demande beaucoup de vertu au système médiatique. Et actuellement, pour plein de raisons, il n'est pas capable d'avoir cette vertu. Autre exemple de source de mauvaise information, qui est d'une certaine manière une excuse, et pas seulement une explication, mais c'est une mauvaise excuse, c'est que la vérité est compliquée. Notamment les vérités scientifiques, les choses sont très très rarement simples. Là je prends un cas qui est l'évolution des diagnostics de cancer thyroïdien. La médecine s'est plantée. On a cru qu'en faisant des dépistages plus systématiques des cancers de la thyroïde, on allait faire une bonne action. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant des dépistages systématiques, on a constaté une explosion, une multiplication par 15 des cancers de la thyroïde détectés par rapport à la période précédente, et ça à peu près partout, lorsque on ne mettait pas de limite à la détection. Aujourd'hui, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais c'est un peu comme pour le cancer de la prostate,
l'opinion de la plupart des académies de médecine et des spécialistes du sujet, c'est que ce surdiagnostic, en réalité, a produit quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'on a fait des ablations de la thyroïde et du coup, après, derrière, médicamentation à vie, chez plein de gens, des milliers et des milliers, chez qui ce n'était pas nécessaire. Et comme ça a un coût, l'opération, la médication à vie, etc., etc., y compris les problèmes avec ces médicaments qu'on a vu avec le lévothyrox, quelle que soit la nature du problème, on voit bien que on ne pouvait pas le savoir ou le deviner complètement avant de se lancer dans cette affaire, mais on l'a fait. La question c'est, est-ce qu'on est capable d'expliquer aux populations que on détecte de plus en plus de cancers de la thyroïde et que en réalité c'est essentiellement un surdiagnostic et qu'il faut revenir en arrière sur cette pratique, alors que par ailleurs on lui vante les bienfaits du dépistage systématique de ceci ou de cela du point de vue sanitaire. Bon, eh bien vous avez deux exemples de traitement. Vous avez un bon traitement, cancer thyroïdien, une épidémie de surdiagnostic, ça c'est ma collègue Sandrine Cabu au Monde qui a fait un papier qui expliquait en français simple, du niveau des lecteurs du Monde, ce que vous avez dans l'article scientifique qui est à côté. Vous avez ces graphiques totalement incompréhensibles à part par un épidémiologiste. Et au-dessus, en revanche, vous avez un traitement qui est en fait une dépêche de l'AFP. Quand vous avez Monde avec AFP, en fait, ça veut dire que le Monde n'a rien fait à part éventuellement changer le titre, et que vous avez juste la dépêche de l'AFP, qui vous dit forte augmentation des maladies thyroïdiennes en Corse après l'accident de Tchernobyl. Bon, bah ça, les spécialistes savent que c'est faux, qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Il y a plein de raisons pour dire ça, je ne m'étends pas. Et que l'enquête indépendante, bon, bah, là, il y a un petit groupe de chercheurs italiens qui font de la mauvaise science, qui est réfutée par tous leurs collègues, mais qui répond à une commande politique, une commande d'origine politique, et ensuite il y a une utilisation de ça. Vous avez un média, une presse, en l'occurrence l'AFP, donc ça va être pris partout sans aucune discussion, notamment par la PQR, par la presse quotidienne régionale et par plein de collègues, et c'est faux. Et l'explication de pourquoi on peut observer une augmentation très importante des cancers thyroïdiens, y compris dans des endroits où il n'y a aucune raison de penser que ça puisse être radio-induit, là on est devant la question suivante, quel est le niveau de compétences spécialisées exigées chez un journaliste pour qu'il soit capable de démêler cette affaire du début à la fin et de faire un bon papier. Bah, franchement, ça demande pas mal de spécialisation, de connaissances, etc. Si vous n'avez pas des journalistes qui y passent beaucoup de temps, la probabilité pour avoir un bon résultat, elle est proche de zéro. L'AFP, typiquement, quand j'étais jeune, il y avait un service sciences à l'AFP, mais ça fait longtemps qu'il n'y en a plus, et que la direction de l'AFP applique au sujet sciences la règle qu'elle applique pour les pays, c'est-à-dire qu'elle organise une rotation rapide des journalistes qui s'en occupent. Donc tous les 3 ans, vous avez un nouveau journaliste de l'AFP qui s'occupe de la science, donc il s'en est occupé ni avant ni après. La probabilité pour qu'en faisant ça, vous ayez quelque chose de bien dans les dépêches de l'AFP, elle est vraiment très basse. 5 minutes. Ok, j'ai plus que Serralini, donc ça va aller vite. Serralini, c'est quoi ce qu'il faut retenir de cette affaire du point de vue des relations entre la presse et la bonne ou mauvaise information? C'est que vous pouvez avoir une synergie d'une efficacité redoutable entre un objectif de communication d'un groupe qui fonctionne dans la science et la presse, lorsque le résultat de cette synergie, c'est pour le groupe scientifique en question l'accession à une communication directe avec le grand public dans le cadre d'une stratégie de communication dont l'objectif est politique.
au sens général du terme, obtenir des décisions de la société et du gouvernement, et de l'autre, une presse qui voit, pour l'essentiel, un moyen d'atteindre ses objectifs commerciaux. À l'époque de cette affaire, oui, les OGM sont des poissons, le Nouvel Obs est dirigé par Laurent Geoffrin. Bon, Laurent Geoffrin, je l'ai eu comme chef pendant au moins 10 ans à Libération. Je peux vous garantir que ça ne l'intéresse absolument pas. Que les OGM soient des poissons ou pas, que le climat change ou pas, etc., etc. Toutes les questions de sciences et techniques l'indiffèrent totalement. Donc c'est pas tellement de sa part son adhésion à l'objectif idéologique qui est en cause dans la décision. C'est la conviction juste, vérifiée, que ça va se vendre. Et effectivement, je pense que c'est la meilleure vente de l'année, alors que c'était une année électorale, du Nouvel Obs pour 2012. Et ça, c'est un argument d'une puissance d'autant plus grande que vous vivez dans un pays où la presse est dans une situation économique dramatique, où le nombre de journalistes diminue chaque année, où des journaux sont rachetés par des magnats de l'industrie et de la finance et qui s'en servent comme d'outils d'influence. Et là, c'est vraiment cette synergie-là qui est à l'origine de cette opération-là, même s'il y a aussi, notamment chez certains journalistes qui ont participé, des conditions idéologiques à l'œuvre. Deux petites remarques pour terminer. Le rédacteur en chef adjoint en charge du dossier au Nouvel Obs, dans cette affaire-là, avait fait une remarque assez significative sur comment on peut faire du bon ou du mauvais journalisme en sciences. C'est que, dans le cadre d'un échange avec lui, il avait dit « Non, mais nous, je ne vois pas pourquoi moi j'appliquerais cette déontologie spéciale des journalistes scientifiques. » Je cite son propos. Alors c'est quoi cette déontologie spéciale? Eh bien, c'est la pratique très courante chez mes collègues spécialisés de moi. C'est que quand on a un article de Science, Nature, des PNAS ou de n'importe quoi, qui est en anglais, avec des équations, des trucs complètement incompréhensibles, en général, d'abord on prend le temps et puis on demande. On appelle des gens qui savent, parce qu'ils sont spécialistes du sujet, et on leur dit ça veut dire quoi, on leur demande de nous expliquer. Parce que l'idée que n'importe quel journaliste puisse comprendre n'importe quelle publication scientifique sans aide, c'est juste farfelu, quoi. Surtout quand on sait que le journaliste en question, il passe de la préhistoire à l'astrophysique en passant par la biologie de semaine en semaine. Donc ça montre aussi qu'il faut être suffisamment nombreux si on veut faire le boulot correctement. Et puis dans cette affaire-là, on peut remarquer encore deux choses. Le graphique que vous voyez à l'écran, à lui seul, il démolit la publication de Serralini. C'est un article qui prouve que, notamment chez les femelles, le groupe contrôle était tellement petit qu'il réussit à se retrouver dans le moins que 5% des rats de la souche, enfin des rats de la souche qui vivent le plus longtemps. Donc évidemment, tous les autres groupes sont en dessous. Et mauvaise pioche quand on a fait un groupe de contrôle, et quand on fait un groupe de contrôle si faible pour une expérience vie entière, c'est le risque auquel on s'expose. Moi, je prétends que Serralini l'a couru sciemment. Sauf que quand je montre ce graphique à des collègues, et notamment des directeurs, en général, ils ne le comprennent pas. Tu peux l'expliquer peut-être? C'est très simple, hein, la barre en vert, c'est la dispersion de l'espérance de vie moyenne dans cette souche de rats, et les petites croix rouges, c'est les groupes traités, et la croix bleue, c'est le groupe contrôle. Pour que l'expérience ait un sens, il faudrait que les croix bleues soient au milieu de la barre. Puis en abscisse. Non, c'est trop compliqué. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est ça. Quand je l'explique à des collègues voilà, c'est juste ça. La barre, à une extrémité, c'est l'âge le plus jeune auquel meurent les rats normalement dans cette souche. Et l'autre extrémité, c'est l'âge le plus vieux. Enfin là, c'est 90% ou 90% des âges possibles. Et donc, ce que ça veut dire,
c'est que si vous voulez avoir un groupe contrôle qui soit représentatif de la mortalité moyenne dans cette souche, il faut que le groupe contrôle il soit à peu près au milieu, ni parmi les super survivants, ni parmi ceux qui meurent pour comparer avec des êtres humains à 40 ans. Il faut qu'ils meurent à l'âge moyen, quoi. Sinon, ce n'est pas un groupe contrôle. Ça veut dire que c'est un groupe où il y a quelque chose, caractéristique, physiologique particulière de ce groupe, qui fait qu'il n'est pas du tout représentatif de cette souche. Donc il ne peut pas être utilisé comme groupe contrôle, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut, si on a suffisamment de rats dans le groupe contrôle, on va être au milieu. Voilà, et c'est ce qui a été évidemment reproché à Serralini. Mais vous savez, bon là c'est un graphique un peu compliqué, mais il m'est arrivé de m'arracher les cheveux en essayant d'expliquer à un éditeur ou un graphiste un graphe en logarithme, qu'il n'y arrivait pas à comprendre ça veut dire quoi quand on fait un logarithme. Par exemple, typiquement pour la sismologie ou des choses comme ça. Et je crois que je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions. Merci beaucoup pour l'affaire de Serralini. Ce qui était aussi très choquant, c'est que les chercheurs ont donné la priorité à publier dans Nouvel Observateur, en même temps, si ce n'est avant, la publication dans la revue scientifique où ils ont publié. Plus exactement. Oui, il y a eu le jour même, mais surtout, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont contacté des journalistes avant publication, ce qui est normal. Ils leur ont remis le papier avant publication, ce qui est normal. Mais la pratique normale ne s'arrête pas là. La pratique normale, c'est on ne sélectionne pas les journalistes auxquels on donne la publication sous embargo avant publication. Tout journaliste scientifique, par exemple, peut s'accréditer auprès de revues scientifiques qu'il accepte et recevoir les papiers une semaine à l'avance. Mais surtout, Serralini avait fait signer aux journalistes une sorte de texte par lequel il s'engageait à ne pas montrer l'article à d'autres biologistes spécialistes du sujet avant publication de leurs articles, à la fois de la publication scientifique et des articles dans les journaux, sous peine de sanctions financières, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire faire exactement le contraire de ce à quoi sert la remise sous embargo des articles aux journalistes. La remise sous embargo, c'est pas pour avoir un scoop ou rien, puisque de toute façon on distribue à tout le monde, donc personne ne fait de scoop. En revanche, l'objectif, c'est justement de permettre aux journalistes d'abord d'avoir le temps de travailler, et pendant ce laps de temps, contacter des spécialistes du sujet qui ne sont pas les auteurs de l'article, pour avoir des avis sur le papier. Est-ce que c'est solide, est-ce que c'est pas solide, qu'est-ce qui se dit d'autre sur le sujet, etc., de manière à avoir le jour où on peut publier des articles qui sont plus informés et mieux capables d'informer le public à la fois des résultats et des critiques qu'on peut en faire. Et évidemment, avec cette technique-là, Serralini a obtenu le jour de la publication que des articles laudateurs, avec zéro critique, zéro analyse de quiconque, et c'était évidemment l'objectif. Ça ne gênait pas Nouvel Obs, parce que s'ils avaient fait parler dans leurs articles des opinions critiques, ils n'auraient pas pu titrer « Oui, les OGM sont des poisons ». Alors je ne sais pas comment ils auraient fait, peut-être qu'ils auraient mis « Oui, peut-être les OGM sont-ils des poisons ?» point d'interrogation. Donc du coup, ça vaut beaucoup moins. Mais c'était ça la manipulation. Et ce qui est assez remarquable, c'est que pour faire cette manipulation, il faut fouler aux pieds une des règles de fonctionnement qu'on a mises sur pied petit à petit, des relations entre journalistes scientifiques et scientifiques, justement dans l'objectif d'avoir pas d'exclusivité des informations, égalité de traitement des journalistes, et surtout le temps de travailler pour faire d'emblée les meilleurs articles possibles. Merci. On va prendre quelques questions. Là-bas, oui, tout à fait dans le fond. Demandez. Je te pose la question du monde et des vaccins quand même. Bonjour, je
vous remercie pour votre présentation, c'était très intéressant. Juste 2 mots sur l'affaire Serendini avant d'arriver à ma question. Il faut savoir que cette espèce de rat-là, les femelles principalement meurent de tumeur quoi qu'il arrive. Juste déjà, le modèle était déjà très mal parti. Mais ça, c'est une aparté. La question que j'avais, c'est plus sur ce que vous avez dit sur le fait que les journalistes s'arrêtent à 2 pages dans leur recherche, c'est un petit peu inquiétant. Mais si on va au-delà de peut-être leur jeter la pierre sur ça, peut-être aussi que du côté des scientifiques, il faut que les titres et les résumés soient un peu plus proches de la réalité, essaient un peu moins de vendre le fait qu'on va sauver le monde avec ce qu'on a écrit dans l'article. Et il y a eu une grosse évolution sur les papiers qui sont publiés à l'heure actuelle par rapport à il y a 50, 60 ans. Sur les termes employés dans les titres, il y a beaucoup plus de choses novateurs, novatrices sur les 10 dernières années qu'il n'y a jamais eu sur les 50 dernières années. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des scientifiques dans la façon déjà d'écrire les articles scientifiques et est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un impact peut-être sur justement la façon dont c'est traité et relayé après dans les journaux peut-être plus courts? Bon, complètement, hein. C'est évident, mais pour avancer, il faut s'interroger sur pourquoi on en arrive là. Alors évidemment, il y a toujours des responsabilités individuelles, et il y a effectivement toujours des scientifiques qui pensent que ce qu'ils ont trouvé va sauver le monde demain matin, et ça a toujours existé. Et la fréquence de cette opinion chez les scientifiques, à mon avis, n'a pas changé. Donc qu'est-ce qui explique qu'on en a de plus en plus? Très clairement, c'est la gestion de la recherche publique sous pression par les politiques, où il faut justifier la recherche publique par des applications immédiates qui vont tout transformer, etc. Par le fait que si on ne promet pas que ce qu'on fait va apporter des solutions et qu'on n'a pas les sous, enfin, vous connaissez très bien les demandes de financement de l'ANR ou de l'ERC où il faut annoncer à l'avance qu'est-ce qu'on va trouver et en quoi ça va être utile à la société. Et à l'inverse, du coup, par exemple, des refus de financement avec comme seul motif, on ne voit pas à quoi ça sert pour la société. Mais quand votre truc est complètement fondamental et qu'on ne peut pas savoir si ça va avoir une application ou pas, on ne peut évidemment pas répondre à la question. Donc, je dirais que là, on est dans... quand l'origine de la malinformation se situe dans la manière dont fonctionne le système scientifique, mais en ayant identifié que l'origine de ce mauvais fonctionnement, c'est la mise sous pression par des politiques, il faut agir là-dessus. Bon, vous connaissez bien sûr tous cette problématique-là, et ce qui est clair, c'est que parmi ces conséquences, il y a un moulin à fabriquer de la mauvaise information, et comme ça rentre en synergie avec des fonctionnements de la presse, de la recherche du scoop, du titre qui fait vendre, etc., c'est particulièrement redoutable. Oui, et je voudrais te poser la question maintenant que posait Alain Fischer, c'est dommage qu'il ne soit plus là. Comment ça se fait que Le Monde, où tu étais, que tu connais quand même très bien, sur la vaccination, a fait une série d'articles qui, dans le temps, ont commencé par être très anti-vaccination pour terminer par oui, finalement, il vaudrait mieux vacciner. Comment tu expliques la succession dans le temps de ces informations et de ces opinions si contradictoires? Évidemment, Alain Fischer a fait une analyse, on va dire, sociologique de l'affaire, c'est-à-dire que sans tenir compte des individus, et ce qui dit n'est pas faux, il y a un mouvement général dans l'opinion sur cette question qui correspond grosso modo à l'évolution qu'il trace, mais n'oublions jamais, ça c'est un truc que je dis un peu sévèrement parfois des universitaires, sociologues de la communication, vous êtes dans un système où les individus comptent, tout simplement parce que on est très peu nombreux, on est atomisé, on est dans des systèmes où c'est de toutes petites équipes, et donc par exemple, si vous essayez de comprendre pourquoi le monde a eu cette évolution, il y a une réponse qui a un nom propre. Le nom propre, c'est Gary Dagorn. Gary Dagorn, c'est un jeune journaliste qui a été embauché au Monde pour faire les décodeurs. Et Gary, il a une fibre très journaliste scientifique, il est très attaché à ça, et donc quand
un jour, la question des vaccins est arrivée à la rubrique des décodeurs, vrai, faux, etc. C'est Gary qui s'en occupait, et Gary, il a sorti la sulfateuse contre les anti-vaccins, avec des arguments, avec les graphiques et tout, et les vrais chiffres. Et donc, du coup, une fois que le monde a eu fait ça, derrière, ça suit aussi. Et vous auriez mis à la place de Gary quelqu'un d'autre, je sais pas, un fanatique des médecines douces, vous auriez eu un résultat complètement différent. Et c'est pas une situation originale sur la science. Les grands journaux, même les plus grands, n'ont jamais plus qu'un correspondant dans un pays à l'étranger. Donc, vous changez le correspondant, nécessairement les articles ne seront pas les mêmes. Sinon, on serait des robots, quoi. Donc, il y a une dimension parfois individuelle, y compris ce que j'ai fait pendant 20 ans à Libération le démontre amplement. Il suffit de changer de journaliste et vous n'avez pas nécessairement exactement la même chose, même quand le cadre ne change pas. Alors évidemment, la capacité d'un journaliste à imposer sa manière de travailler dépend du fonctionnement du journal où il est, de son âge, de sa capacité à monter sur la table et à crier très fort quand c'est nécessaire, etc. Donc le caractère individuel ressort évidemment beaucoup quand on est dans des systèmes où la possibilité pour un journaliste de faire ce qu'il a envie de faire plutôt que d'obéir à une injonction est plus étendue. Oui, Antoine ? Je voudrais juste faire un tout petit commentaire qui est à la fois une question. Vous avez mentionné à un moment les 10 revues qui vous semblent, que vous suivez, parce qu'il y a de la formation scientifique que vous pensez plus crédible et vous avez montré qu'elle n'était pas toujours. Il faut savoir que ces journaux-là aussi fonctionnent un peu comme le Nouvel Obs, c'est-à-dire que leur impact factor, c'est combien ils vont avoir tiré, etc. Et donc, ils poussent eux-mêmes à l'exagération. Et donc, il y a un système qui est un système écologique où chacun nourrit l'autre. C'est-à-dire que l'exagération fait aussi partie. Et les scientifiques, comme vous avez dit, ont besoin de publier dans ces journaux pour obtenir des grants, pour des promotions, etc. Donc il y a un système économique global qui est un système qui s'auto-entretient. Voilà, donc c'est juste ce petit commentaire que je voulais faire. Et si vous l'avez très bien montré en montrant les articles de Science que vous avez cités, où il y a cette exagération, mais qui contient également une politique éditoriale de ces journaux. On est un peu à côté de la question des médias, mais l'expérience que j'ai maintenant, c'est que vous devriez, les scientifiques, la communauté scientifique mondiale, devrait avoir comme objectif de diminuer le nombre d'articles publiés par an. Ça devrait être un indicateur de bonne santé du système scientifique. Mais c'est vrai, c'est pas seulement dans les trucs de biologie, etc. La semaine dernière, je parle à un paléoclimatologue qui me dit, c'est Gilles Ramstein avec lequel je viens d'écrire un bouquin, qui me dit, écoute Sylvestre, là je suis en train de reviewer un papier donc de paléoclimatologie, ça m'énerve parce que je vois bien que l'équipe en fait a utilisé 2 méthodes différentes pour simuler le même truc, et au lieu de nous faire un article où ils font les 2 résultats avec les comparaisons, et bien ils vont faire 2 articles, et donc moi j'en ai un des 2, et je sens bien que pour dire quelque chose d'intelligent sur ce qu'ils ont écrit, il faudrait que j'ai l'autre, mais bon, ils préfèrent 2 papiers plutôt qu'un, alors que la bonne science c'est un papier. Très clairement, l'inflation, je ne parle même pas des revues prédatrices et de la science pathologique, etc., même je parle de la science normale, quoi. Celle-là, ça se trouve, si on disait objectif dans 10 ans divisé par 2 le nombre de papiers publiés, on se serait rendu un grand service, à la fois à la société et à la science, pour avoir un meilleur fonctionnement. Plus que 2. Oui, mais déjà 2, ça va être dur, alors. Soyons réalistes. Je pense que vous avez probablement quelque chose en tant que journaliste scientifique. C'est le retard considérable qui avait été pris dans le milieu médical et également chez les journalistes scientifiques du calcul des probabilités. Il a fallu attendre. Moi, j'ai commencé ma médecine il y a très longtemps, puisque j'ai commencé en 1947. À ce moment-là, il n'était pas question une seconde d'avoir un calcul des probabilités quelconques. Et les journalistes scientifiques n'échappaient pas à ça, parce que moi j'ai encore, dans mon volumineux dossier sur la mémoire de l'eau, les articles qu'écrivaient Jean-Yves No et Franck Nouchy. Jean-Yves No et Franck Nouchy, qui continuent actuellement à avoir une activité de journaliste scientifique, étaient totalement incapables, par exemple, de pouvoir critiquer
un certain nombre de travaux, y compris ceux de Benveniste. Et alors le comble, c'est que Benveniste lui-même, qui était un ami, même si j'ai combattu, parce que je me suis aperçu que ses travaux ne valaient absolument rien, lui-même était totalement peu au courant des subtilités du calcul des probabilités. Et un certain nombre des travaux qu'il a publiés, je ne parle pas de ceux qu'il a publiés sur les plaquettes, qui, eux, avaient été revus par des collègues anglo-saxons, mais ces travaux à lui étaient totalement ignorants de tout ce qui pouvait être fait. Et ça a continué encore. L'histoire des rats avec leurs tumeurs, que vous avez bien développée, en est un exemple tout à fait caractéristique. Donc je pense qu'il y a eu, dans le milieu médical et dans le milieu de l'information scientifique, une non-connaissance, une impossibilité d'accéder au b.a.-ba des calculs des probabilités. De manière générale, il ne faut jamais sous-estimer l'ampleur de l'ignorance. Nous sommes tous très ignorants. On ne connaît que son coin de jardin, y compris les jardins scientifiques qu'on cultive. Et ce que ça veut dire en termes de qualité d'information du public, c'est qu'il faut éviter de parler de ce qu'on ne connaît pas. Il faut prendre le temps, donner le temps aux journalistes, donc il faut qu'ils soient plus nombreux que ça pour travailler ce genre de sujet. Ne jamais faire parler des scientifiques d'un sujet dont ils ne sont pas spécialistes. Enfin, il y a toute une série de précautions qu'on peut prendre pour limiter les effets négatifs du fait que l'étendue des connaissances excède de très loin ce que chaque individu peut en maîtriser. C'est quelque chose qui est inéluctable, on n'est plus en 1750. Face à ça, il faut faire confiance à des processus collectifs d'appropriation de ces connaissances pour pouvoir le moins mal possible les restituer à la société. C'est toutes les questions des expertises notamment. Et d'un point de vue médiatique, la question centrale, c'est est-ce que les moyens et les conditions d'exercice du métier aujourd'hui sont telles qu'on peut demander à chacun des journalistes et à chaque équipe de journalistes de faire correctement le métier. Et malheureusement, je dis aujourd'hui non. Je prends qu'un seul exemple. Quand j'ai été embauché à Libération, il y avait un service sciences, on était 5, on faisait travailler des pigistes. Quand je suis parti, j'étais le seul à faire de la science. Je ne peux pas, personne ne peut, à 1, même si on est compétent parce qu'on est vieux, faire le boulot de 5 personnes. Ça n'est pas possible. Et pourtant, à 5, on faisait ce qu'on pouvait considérer comme étant minimum de ce que doit faire un journal correct sur le sujet. Et vous vivez dans un pays où, depuis 2009, chaque année, il y a eu moins de journalistes que l'année d'avant. On a perdu plus de 2000 journalistes et 2000 cartes de presse sur 37 000 au départ. On est à moins de 35 000 aujourd'hui, entre 2009 et 2019. En plus, pour comprendre l'étendue du massacre, il faut savoir que sur cette période, il y a eu 17 000 cartes de presse nouvelles distribuées. Donc vous voyez ce que ça veut dire en termes de flux d'entrée et de sortie. C'est absolument monstrueux. Et on ne peut pas avoir des journalistes, au plan individuel, au plan collectif, qui fassent du bon boulot si ils sont soumis à une pression économique telle que la peur de ne pas avoir de boulot devient la raison d'être majeure de la manière dont on fait ce travail. Que pouvez-vous dire de l'affaire actuelle de la couverture médiatique du coronavirus ? Je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas écouté ou lu tout ce que disent la plupart des moyens d'information là-dessus. Ça, c'est un travail de sociologue de la communication, c'est pas ce que fait un journaliste. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez un collègue qui s'appelle Denis Raoul, qui a fait quelque chose de vraiment pas bien, quoi. Didier. Qui s'est fait filmer en train de dire que l'épidémie de coronavirus c'était un truc
sans problème, puisqu'il suffit de filer de la chloroquine aux gens et qu'ils seront guéris et que ce sera l'épidémie la plus rapidement jugulée. Et le problème, c'est qu'une telle déclaration, qu'est-ce qu'elle est attractive et vendeuse? Mais ça, vous faites un titre de une, avec ça, il n'y a pas de problème, et vous vendez beaucoup. Et donc, c'est très très important dans un pays où la parole politique est vraiment très déconsidérée, pour plein de raisons, que la communauté scientifique soit sans pitié avec ceux de ses membres qui font de tels dérapages, quoi. Parce qu'après, en 3 minutes, vous pouvez démolir toute réputation de fiabilité et de sincérité des scientifiques dans l'opinion publique, parce que tout ce qui est vrai et long à expliquer, prouver qu'on a raison à une population qui n'a pas les bases pour les connaissances scientifiques, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Il faut conquérir petit à petit la confiance, que quand un scientifique dit qu'il faut se vacciner contre la rougeole, etc., et que eh bien, on peut le croire, eh bien ça peut être démoli en 3 minutes par ce genre de déclaration. Donc il faut absolument que, de la même manière que c'est inacceptable que le papier de Wakefield ait mis 10 ans à être rétracté, donc pendant 10 ans, ça veut dire qu'il y a des journalistes qui ont pu écrire « Oui, il a été écrit dans la presse scientifique et ça n'a pas été réfuté ni rétracté que l'aurore de l'autisme ». Donc il y a des responsabilités, et dans les responsabilités des communautés scientifiques, il y a le fait d'être sévère et de prendre des mesures quand vous avez des collègues qui font ce genre de choses, qui portent tort à la société et qui peuvent tuer des gens. Alors une dernière question, parce que l'heure s'avance drastiquement. Il ne le fait pas exprès. C'est pas vraiment une question, c'est un commentaire en complément et qui rejoint ce que Antoine a dit tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans ton exposé, c'est qu'effectivement, ça montre l'interface entre les publications journalistiques et les publications scientifiques. Et il y a une zone grise, intermédiaire, qui sont les journaux les plus prestigieux, dans lesquels on trouve le meilleur et le pire de la science. Dans mon domaine, par exemple, je suis comme toi, avec le temps, j'ai une certaine expérience, en profondeur, les pires erreurs, dans mon domaine scientifique, les pires erreurs et les pires impostures ont toujours été publiées dans Science ou Nature. Toujours. Ce qui est, ça veut dire qu'il y a des très bons articles dans ces journaux, hein, les pires trucs ont été publiés là, et ce n'est pas un hasard en effet, parce que ces journaux, en effet, obéissent à une double loi, une loi de publication scientifique et une loi de publication journalistique. Donc, plutôt dans les mêmes défauts que ceux que tu as décrits pour les journaux, on va dire généralistes, grand public. Ce qui est par contre très frappant, et c'est bien ce que tu as montré, c'est que quand tu observes que souvent les journaux ont fait une première page sur une pseudo-découverte, que quand elle s'avère fausse, ils n'en ont pas parlé très très peu, il faut avoir conscience, et on sait sans doute, que quand Science ou Nature ont publié des erreurs graves, des malfaçons évidentes, quand celles-ci sont démontrées comme telles, elles le sont par des publications dans des journaux qui sont en général différents. Parce que ni Nature ni Science n'ont politique de publier de façon équilibrée, symétrique, ce qui démontre qu'un article a été erroné. Donc du coup, la grande presse, et là je ne vais pas la défendre, la grande presse, elle fait finalement la même chose que ces journaux les plus réputés. Donc moi j'imagine que pour les journalistes scientifiques, qui sont abonnés en direct à ces journaux de prestige, ça mériterait que quand il y a des choses qui paraissent extraordinaires de dire là-dedans, ils fassent 15 fois plus attention que d'habitude, en prenant là, pour le coup, vraiment conseil d'un plus grand nombre possible d'experts dans les domaines pour vérifier qu'on n'est pas à la limite de quelque chose qui risque de s'effondrer et qui ne sera jamais ensuite redémontré comme ayant été faux pour le grand public. Alors, 2 remarques à ça pour finir. La première, c'est que vous avez une arme qui n'est pas utilisable comme ça dans la presse, c'est la rétractation d'articles. Oui. Parce que, à la limite, si Nature publie un truc qui est faux et que la réfutation est publiée dans un autre journal, ce qui compte, c'est est-ce que l'article original va être ou pas rétracté. Il ne l'est pas toujours, et c'est justement là le problème, et c'est justement là que vous devez agir. Et que vous devez obtenir les rétractations
à chaque fois qu'un papier est réfuté, ce qui n'est pas le signe d'une infamie pour les auteurs. Parce qu'on peut aussi se tromper de bonne foi en faisant de la science. Et j'ai souligné dans au moins 1 ou 2 articles sur ces quelques derniers mois que ce n'est pas une infamie que de rétracter un article quand on se rend compte qu'il est faux, ou qu'on s'est trompé. Et d'ailleurs, en général, quand c'est les auteurs qui demandent la rétractation, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés, tout le monde leur dit c'est très bien. Mais attention à une chose, c'est que le motif de la rétractation, parce que c'est très fort de rétracter un article, et notamment parce que c'est vécu malheureusement beaucoup trop souvent comme une infamie, alors que ça ne doit être vécu comme une infamie que quand c'est une fraude, quand il y a eu une tromperie délibérée. Souvent, c'est le cas des papiers de Vincent Courtillot sur le soleil et le changement climatique. Quand je demande à des amis climatologues pourquoi ils ne demandent pas à EPSL, Planetary Science Letters, de rétracter ces papiers, ils me répondent mais on s'en fout. Parce que, en fait, dans la science, la climatologie, tout le monde se fout complètement de ces papiers, on sait très bien qu'ils n'ont ni queue ni tête et qu'ils n'en ont aucun intérêt. Et du coup, personne n'a envie de s'emmerder à faire la démarche de demander la rétractation. Le problème, c'est que, oui, c'est vrai, pour la communauté scientifique concernée, ça n'a aucun intérêt, aucune conséquence. En revanche, pour la société, ça en a un, parce que ces articles sont utilisés dans l'espace public au service du climato-dénialisme, pour dire que c'est pas la peine de s'occuper des fossiles, etc., etc. Et donc la communauté scientifique devrait s'interroger sur est-ce qu'on fait ou pas l'effort de rétracter, pas seulement en termes d'importance scientifique pure, en termes d'impact sur le mouvement des connaissances, etc., d'un papier qui est faux, qui est erroné de manière intentionnelle ou pas, mais aussi en fonction de son importance pour la société. De ce point de vue, je dirais que c'est beaucoup plus grave d'avoir des articles pas rétractés et qui parlent du changement climatique ou de vaccination qu'un article sur la vie sur Mars. Ce n'est pas la même impact social. Et vous devez absolument, les scientifiques doivent se poser la question. Deuxième remarque, mais très rapide, quand même faire attention à une chose. Oui, dans les revues les plus prestigieuses, il y a des papiers avec des trucs à rétracter, etc. Mais dans l'océan des revues de bas de gamme et des prédatrices, et là on publie le moulin à papier là, qu'une américaine vient de dénoncer avec 400 articles quasiment les mêmes, faits industriellement, là en fait personne ne va s'en occuper. De demander des rétractations, etc. Et en fait, on en arrive à ce paradoxe que le taux de rétractation devient un indice de qualité d'une revue. Parce que la réalité, c'est que c'est la pointe émergée de l'iceberg. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, mais comme personne ne va s'occuper d'aller relire toutes les revues prédatrices pour vérifier et réfuter, en fait la seule solution, c'est de décourager complètement les scientifiques d'aller publier là-dedans de manière à ce que ces revues meurent. Donc c'est une attitude un peu différente. Oui, en fait, tout ça va s'arranger avec la science ouverte. Bon, merci beaucoup, merci.